Activez vos synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le labo des savoirs. Technique ancestrale utilisée pour modifier ou améliorer son apparence, le maquillage a eu des rôles et significations multiples au cours du temps et selon les espaces géographiques du monde. Cette pratique culturelle qui existe peut-être depuis la nuit des temps est désormais largement intégrée dans notre quotidien au point que l'on a parfois du mal à s'en détacher. Pour cette émission magazine, le Labo des Savoirs relève le défi de vous en parler scientifiquement. Vous allez peut-être découvrir le maquillage comme vous ne l'avez jamais connu avant. Et pour cette émission magazine du Labo des Savoirs, nous serons accompagnés de bénévoles incroyables. Vous entendrez Jérémy, bonjour. Salut, salut. Tu t'es intéressé au tuto maquillage dans la Chine républicaine. Tout à fait. Yeltaz, bonjour. Salut. Tu as décortiqué pour nous les étiquettes pour en savoir un peu plus sur la composition des cosmétiques. En effet. Baptiste, bonjour. Bonjour. Pour ta première chronique au Labo des Savoirs, tu vas nous présenter un crossover scientifique qui a servi à percer certains secrets antiques. C'est ça. Tout cela accompagné d'un reportage de Sophie, qui est allée à la rencontre d'une artiste de maquillage. Et à distance, mais quand même avec nous, vous pourrez écouter Sacha nous parler d'un texte de Charles Baudelaire qui s'appelle L'éloge du maquillage, Aurore qui s'est penchée sur des processus de commercialisation du maquillage et Lila qui raconte 2 scandales liés à l'industrie du maquillage. C'est bon à savoir. C'est bon de savoir. C'est le Labo des Savoirs. Selon le dictionnaire de l'Académie française, le mot maquillage dérive du verbe maquiller, qui vient de maquiller, un verbe picard du XVe siècle. Donc c'est un mot assez récent finalement. Dans le sens littéral, ça veut dire appliquer des produits de beauté, des fards sur le visage afin de l'embellir ou d'en modifier l'aspect. Dans le sens figuré, c'est modifier l'apparence de quelque chose pour tromper, comme maquiller un passeport, une plaque minéralogique, maquiller un bilan, maquiller la vérité, un crime maquillé en suicide. Et c'est plutôt ce deuxième aspect de tromperie qui revient souvent dans la littérature ou dans les textes philosophiques. Le maquillage est souvent considéré comme un artifice utilisé pour piéger les hommes. Un vieux monsieur, Platon de son nom, écrivait dans Gorgias « La cosmétique est une activité perverse, trompeuse, vulgaire et servile qui leurre par les allures qu'elle donne, par le maquillage, l'épilation, les parures, de sorte que ceux qui sont enclins à se parer d'une beauté factice négligent la véritable beauté, celle qui vient de la gymnastique. » Bon alors, heureusement, on n'est plus au temps de Platon. Et Sacha, je crois que tu as même trouvé un poète qui avait une vision beaucoup plus positive du maquillage. Il s'agit de Charles Baudelaire. Depuis Paris, je vous parle dans cette émission sur le maquillage de la vision d'un illustre poète sur la question, Charles Baudelaire. Lorsque j'ai lu le sujet du maquillage, mes souvenirs de cours de français du lycée se sont ravivés instantanément. J'ai pensé, mais attends, l'auteur des Fleurs du Mal avait un avis sur la question. Et je crois qu'il était bien tranché et sûrement plus tout à fait en résonance avec notre temps. J'ai donc réouvert mes classeurs et replongé sur ce texte. L'éloge du maquillage, publié en 1885 dans son recueil d'essais Le peintre de la vie moderne, où Baudelaire cherche à théoriser l'esthétique de l'impression instantanée et de la modernité. Vaste entreprise. Il écrit dans sa prose, je le cite, « La femme est bien dans son droit, et même elle accomplit une espèce de devoir en s'appliquant à paraître magique et surnaturelle. Il faut qu'elle étonne, qu'elle charme. Idole, elle doit se dorer pour être adorée. Elle doit donc emprunter à tous les arts les moyens de s'élever au-dessus de la nature pour mieux subjuguer les cœurs et frapper les esprits. » Bon, pour le féminisme, on repassera Charles, car fin 19e, il y a encore du progrès. Et du progrès. C'est un peu de ça qu'il est question en fait. Mais comment ça de progrès? Tout n'a pas l'air d'être très progressiste là. Eh bien, pour l'idée de progrès de l'époque, si pas mal. Baudelaire fait dans son texte l'éloge du maquillage et de la parure, qui sont 2 artifices permettant de corriger la nature et ainsi de conférer de la beauté au visage ou au corps, selon l'analyse de Cécile Neil, enseignante agrégée de philosophie à l'ENS. Plus qu'un éloge du maquillage, il entreprend ici un mépris de la nature. Lui qui est le poète des villes, le moderne par excellence, celui qui vit pour les plaisirs luxueux de l'artificialité. Il conçoit le beau comme dépassement de la nature,
comme une surnature, ne pouvant être qu'artistique. Baudelaire se moque en fait ici de la vision des poètes romantiques de son temps, émerveillés, eux, par la beauté naturelle, sans artifice, la beauté brute de la nature. Nature qui, pour Baudelaire, contraint l'homme à dormir, à boire, à manger et à se garantir tant bien que mal contre les hostilités de l'atmosphère. Fin de citation. Plus loin, il dit « Tout ce qui est beau et noble est le résultat de la raison et du calcul ». C'est un véritable concept esthétique qu'il théorise ici, et qui est bien à la pointe de la modernité pendant la révolution industrielle occidentale. Si aujourd'hui, celui qui parle de la haute spiritualité de la toilette sonne bizarre, quelque peu dépassé, c'est que nos mœurs ont tendance à retourner vers la nature, ou en tout cas, ils ne la prennent plus en horreur. Ah oui, donc là, il n'est plus seulement question de maquillage en tant que tel, mais de philosophie. Et donc Baudelaire serait un peu réac sur sa vision du beau aujourd'hui, c'est ça ? Sans m'improviser de théoricien de l'art, je pense que cette vision de la beauté en totale opposition avec la nature est légèrement dépassée, notamment par la faculté de raison, si chère à ce cher Charles. Les travaux scientifiques qui documentent l'état catastrophique de notre planète réaffirment quelque peu notre intérêt pour la nature, même si c'est surtout de par sa nécessité pour notre survie. Ne nous mentons pas. Nous vivons une époque où le retour à plus de nature, décroissance, écologie, restauration de la biodiversité, se confronte au tout artificiel, nouvelles technologies, numérisation, réalité virtuelle. Pour revenir sur l'esthétique, la parure, c'est-à-dire la mode, et le maquillage sont, à cause de leur industrialisation démesurée, responsables d'une pollution importante. Petit instant chiffre. Le secteur de la cosmétique serait à l'origine de 0,5 à 1,5% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Pour la mode, on atteint les 2% des émissions en 2017, avec des tendances à la hausse, notamment dues à la fast fashion. Et je parle ici uniquement au niveau climatique. Mais il y a l'usage de l'eau, de produits de synthèse, des microplastiques, qui se retrouvent un peu éparpillés dans l'environnement. Un bilan qui laisse de marbre. Et pourtant, dans le même temps, la mode et le maquillage sont aussi des outils d'émancipation et de liberté pour l'humanité, utilisés depuis très longtemps, avec, je cite encore Baudelaire, ce cadre noir qui rend le regard plus profond et plus singulier, et ce rouge qui enflamme la pommette, augmentant encore la clarté de la prunelle. Peut-être est-il temps d'arrêter la vaine opposition entre nature et culture, sous-jacente ici, et d'essayer plutôt de s'accorder à des limites éco-responsables. Sans bannir totalement ces artifices, peut-être faudrait-il seulement les sortir du cadre industriel. Alors maquillons-nous avec responsabilité pour continuer d'apprécier la beauté et de nos artifices et du monde naturel. Quelle belle conclusion, Sacha, que nos auditeuristes méditeront, je l'espère. Autour de la table, nous accueillons un nouveau bénévole, Baptiste, qui s'est prêté au jeu de la chronique. Toi, tu as choisi de nous parler d'une association complètement folle entre deux organisations qui n'ont rien à voir pour percer le secret d'un maquillage antique, c'est ça ? C'est ça. Alors pour vous, quel est le crossover le plus ambitieux de l'histoire ? Si vous m'aviez posé la question en 2012, je vous aurais sans doute répondu le premier film Avengers des studios Marvel. Et si vous m'aviez à nouveau demandé en 2018, j'aurais probablement mentionné cette vidéo complètement surréaliste où l'on voit Vladimir Poutine et Xi Jinping faire des pancakes ensemble. Alors oui, cette vidéo existe, elle est officielle, elle est véridique. Toutefois, super-héros en collant et top chef d'État, pas trop démocratique, font pas le figure à côté du crossover que je vais vous exposer aujourd'hui. Un crossover 100% made in France d'ailleurs, puisqu'il réunit d'une part le laboratoire des musées de France, rien que ça, de l'autre l'entreprise L'Oréal, parce qu'elle le vaut bien, mais aussi, et c'est la petite touche de fun qui manquait à ce duo, un accélérateur à particules de Grenoble. Vous m'avez bien entendu, les types qui conçoivent vos crèmes exfoliantes ont un jour collaboré avec les types qui bombardent la matière avec des particules élémentaires. Mais dans quel but, me direz-vous ? Eh bien, pour percer les mystères des recettes de maquillage antiques. Et plus particulièrement des recettes égyptiennes, car cela n'aura échappé à personne, les Égyptiens aimaient se maquiller dans l'Antiquité. On pense notamment au fameux trait de colle sous l'œil. Bon, on ne peut pas dire que ce soit eux qui ont lancé la tendance. Bien avant les bâtisseurs des pyramides, ces trucs pointus là, les hommes de Néandertal avaient l'habitude de badigeonner les os des morts avec de la peinture rouge. On peut donc supposer qu'ils se peignaient également de leur vivant. On a d'ailleurs retrouvé des traces de pigments à l'intérieur de coquillages dans des tombes ou dans des grottes, laissant penser qu'ils s'en servaient comme récipient. C'est la palette de maquillage avant l'heure. Et du coup, côté égyptien, qu'est-ce que tes chercheurs ont trouvé avec leur accélérateur à particules ? La recette. Pour commencer, l'équipe de chercheurs, composée de chimistes, de parfumeurs et de physiciens, est allée chercher dans les collections du département des antiquités égyptiennes du Louvre des flacons datant de l'Égypte ancienne.
Puis, ils en ont gratté l'intérieur pour récupérer des résidus de matière. Et enfin, ils ont exposé ces résidus à des rayonnements bien précis, émis par un accélérateur à particules un peu spécial appelé synchrotron. Résultat, ils ont découvert dans les phares égyptiens divers composés comme la galène, sulfure de plomb bien connu des Égyptiens et qui reste encore utilisé dans les cols orientaux actuels. Mais aussi la cérusite, au doux nom scientifique de carbonate de plomb, qui permettait d'éclaircir les phares. Petite parenthèse, la cérusite, c'est le composé chimique que l'on retrouve dans toutes les recettes de maquillage de l'histoire, de l'Antiquité jusqu'à l'époque moderne, en passant par le Moyen-Âge et la Renaissance. Les Égyptiens ont donc été des précurseurs dans son utilisation. Mais la véritable surprise a été la découverte de la laurionite et de la phosgénite, d'autres dérivés du plomb, dans leur mélange cosmétique. Pourquoi ? Tout simplement parce que ces deux éléments sont très très rares dans la nature. Or, si les Égyptiens les utilisaient en abondance, cela ne peut signifier qu'une seule chose, ils savaient les fabriquer. Il s'agit donc là de la toute première synthèse chimique connue. Mais Baptiste, tu nous parles de sulfure de plomb, de carbonate de plomb et d'autres dérivés depuis le début de cette chronique. Mais de mémoire, le plomb, c'est pas très bon pour la santé, non ? Eh oui, le plomb, c'est toxique. Et devinez quoi ? Il a fallu attendre le XXe siècle pour que son usage soit interdit par la loi dans les domaines médical et cosmétique. Ce qui signifie que tout au long de l'histoire, on a utilisé du plomb pour se faire beau ou belle, sans avoir conscience des dégâts qu'il causait. J'ai parlé un peu plus tôt de la cérusite, aussi appelée céruse. Que l'on soit une femme grecque du IVe siècle avant notre ère, une matrone romaine du 1er siècle, une princesse du Moyen-Âge ou une courtisane de la cour de Louis XIV, on aime se maquiller avec ce dérivé du plomb pour paraître plus blanche, plus noble, bref, moins basanée que les paysans qui travaillent la terre sous le soleil. Sauf que, parce qu'il y a un sauf que, la céruse est tout sauf un bienfait pour la peau. Non seulement elle la sèche, elle l'irrite, elle la brûle, mais elle favorise l'apparition prématurée de rides et de taches. Et ce n'est que la partie immergée de l'iceberg. Au XIXe siècle, on a commencé à découvrir les ravages internes qu'elle provoquait, parmi lesquels troubles de la vue, intoxication progressive d'organes, tels que le rein, les foies, les poumons, pollution du sang, malformation du fœtus chez la femme enceinte, etc. Mais, dans le cas des Égyptiens, on observe que ces derniers utilisaient le plomb et ses dérivés dans des solutions pharmaceutiques. On a ainsi trouvé dans des papyrus vieux de 3500 ans plus d'une centaine de remèdes pour traiter les maladies oculaires. Et la plupart de ces remèdes font la part belle à la galène, à la cérusite, à la laurionite, à la phosgénite, bref, à tous les petits cousins du plomb dont je vous ai parlé précédemment. Sachant cela, irait-on jusqu'à qualifier les Égyptiens de l'Antiquité d'incompétents notoires sur le plan médical ? Non. Les chercheurs ont montré que les Égyptiens, loin de jouer aux apprentis pharmaciens, avaient toutes les connaissances en main pour calculer avec précision le taux de pénétration des différentes substances plombées dans la peau, et les effets thérapeutiques qui en découlaient. En effet, suivant sa quantité et sa répartition, le plomb se concentre sur la couche cornée de la peau, et s'évapore au fur et à mesure qu'il pénètre le derme. Autrement dit, les phares à base de plomb étaient calculés pour être très très faiblement et très très localement toxiques. Mais pourquoi tenir à ce point à mettre du plomb dans leurs produits ? Eh bien, par sa couleur très sombre et ses propriétés chimiques, le plomb peut avoir différents effets bénéfiques dans le contexte d'un climat aride et chaud. Avec lui, le risque d'éblouissement, mais aussi de maladies oculaires causées par les vents des sables ou les crues, est grandement diminué. C'est un peu l'équivalent, si vous voulez, des lunettes de soleil, mais sans lunettes et sans monture. Au final, ce que les scientifiques ont appris avec ces analyses, c'est que le maquillage ne jouait pas seulement un rôle esthétique ou religieux en Égypte antique. Il était aussi thérapeutique et médical. Il protégeait autant qu'il sublimait. Une double fonction que l'on retrouve encore aujourd'hui avec les lunettes. C'est beau et ça protège. Super, merci Baptiste pour ta première chronique à la radio. On va poursuivre notre tour de table avec Sophie. Tu as parlé maquillage avec une artiste make-up. Ouais, c'est tout à fait ça, Julie. J'ai rencontré Alizée qui a 26 ans. Son nom d'Instagram, c'est Artisette. Et elle fait du make-up artiste depuis un peu plus de 2 ans en parallèle de son activité principale. Et on a discuté. Elle m'a raconté un petit peu ce que ça voulait dire, le maquillage pour elle. Moi, je suis plutôt team créative, ouais. J'aime... C'est pas que j'aime pas, mais le côté le côté un petit peu glamour, un peu, je te fais un dégradé, un petit nude sur les paupières. C'est très beau, c'est très très beau, hein, je juge pas. C'est juste que moi, je m'amuse pas. Je trouve que c'est chronophage. Moi, j'ai envie de te coller des feuilles, des fleurs sur le visage, j'ai envie de te mettre des strass partout, j'ai envie de te mettre des paillettes dans les cheveux, tu vois. Du coup, c'est vrai que je m'amuse pas du tout à faire un truc glamour. Je pense que le maquillage te permet de travailler ton identité. Souvent, ce qu'on peut considérer sur notre visage comme trop ou pas assez, en fait, c'est souvent ce qui nous caractérise et qui font que, viens, on le met en valeur, c'est toi, enfin, c'est ce qui te démarque des gens. Et moi, c'est ce que j'aime bien faire. J'aime bien trouver
le truc chez les gens pour le mettre encore plus en valeur en mode tu détestes ça, disons je te le mets d'une autre manière pour que tu le vois avec mes yeux, tu vois. Voilà, donc des strass, des feuilles, des couleurs, mais surtout quelque chose qui mette en valeur la personne, parce que le maquillage, c'est avant tout, pour chacun et chacune, quelque chose de différent. Tu peux pas faire la même chose sur tous les visages. On a tous des carnations différentes, des yeux différents, etc. Donc il faut toujours s'adapter. Parce que tu vois, par exemple, quand on regarde des tutos YouTube, c'est toujours fait par rapport à la forme des yeux de la personne. Sauf que toi, tu le fais sur ton visage et ça correspond pas du tout, tu t'aimes pas du tout parce que c'est fait, par exemple, imaginons avec une personne qui a des très grandes paupières. Et tu as des paupières tourmantes, bah forcément ça marche pas. Si tu te retrouves à avoir quelqu'un qui s'adapte aux formes de ton visage, bah, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux t'amuser, vraiment, tu as une liberté immense. Donc s'adapter à soi plutôt que d'essayer de recopier un truc qui n'est pas pour soi. On ne pourra jamais être les autres, on ne pourra jamais leur ressembler. Au niveau de la matière, etc., parce que là en ce moment je suis en train d'essayer de tâter justement d'autres matières. Là j'ai fait des séries avec des coquillages, des fils, etc. Mais tout s'adapte à la forme de ton visage, en fait à tes courbes. C'est comme le body painting en fait, que ce soit la peinture ou n'importe quelle matière, ça s'adapte à tes courbes, comme le tatouage. Alors Alizée, elle fait plein d'ateliers make-up, surtout pour des événements ou des soirées. Et après avoir fait un petit tour sur son Instagram, Artisette, je me suis posé une question. Est-ce que tu as déjà maquillé des personnes qui font du drag pour les drag shows? Alors oui, mais pas dans un sens de performance. J'ai maquillé une copaine qui allait se lancer justement dans le drag, qui du coup voulait se voir avec justement de la moustache, un make-up soit très naturel, mais masque, soit un maquillage beaucoup plus prononcé, très drag king performance qui se voit de loin. Sa première perf, j'étais pas sûre d'être là pour pouvoir le maquiller, donc j'ai appris à se maquiller aussi pour qu'il puisse le faire. Et puis de toute façon, le drag, ça reste quand même un art très personnel, où c'est ton identité, donc c'est quand même... on verra quasiment jamais de personnes qui font du drag, qui se font maquiller par d'autres personnes, parce que c'est elles-mêmes qui explorent leur identité, qui exploitent leur image, leur personnage. Donc c'est rarement quelqu'un d'autre. Voilà, donc le maquillage comme signature des personnes qui font du drag. Et je me suis posé la question, en dehors des drag shows, est-ce que les hommes peuvent se maquiller? J'ai maquillé tellement d'hommes, 6, peut-être pas hétéros, j'en sais rien, parce que c'est pas écrit sur leur front et que je vais pas leur demander, ça ne me regarde pas. Mais tous tellement contents. En vrai, j'en ai eu plein. Genre, c'était super mignon parce que ils osaient pas trop. Ils l'ont fait et ils étaient super contents. Ils m'ont remercié mais toute la soirée. Ils ont eu plein de compliments. Du coup, ça leur a fait aussi un bien dans le sens où ils l'ont fait parce que mes zones de confort un peu exclues, tu vois, genre un peu peur parce que bon, ça reste des hommes. Et au final, ils ont des compliments toute la soirée. Ils sont super contents et du coup, genre, ils viennent me remercier toute la soirée. Et après. Moi, je te parle vraiment que dans des événements de soirée. Mais je me doute bien que tu les verras pas passer un entretien d'embauche avec un petit liner et un petit mascara bleu, tu vois. C'est pas encore trop dans les mœurs. En tout cas, dans l'environnement de la fête, je maquille autant de mecs que de meufs. Ok. Je te parle perçu comme tel, parce que je sais ni leur genre ni leur orientation. Voilà, autant de mecs que de meufs maquillés. Et avant de partir, j'ai demandé à Alizée un dernier conseil pour du make-up un petit peu créatif. Moi, je suis paillette girl. Hein. Et bah, moi, ça part sur des strass en majorité, je pense. Depuis que j'ai découvert à me coller des strass sur absolument tout le visage, j'utilise les strass comme un grain de beauté. Donc, moi, je conseillerais peut-être les strass parce que tu as de la colle à fossiles, des strass. Tu peux te faire un eyeliner en strass, tu peux faire tes sourcils en strass, tu peux te faire des lèvres en strass. Tu peux t'en coller en mode grain de beauté partout sur le visage, puis tu brilles de mille feux partout où tu vas. Je sais pas, moi, je miserais sur... du gros strass en termes de créativité. Eh bien, merci Sophie d'être allée à la rencontre d'Alizée pour illustrer cette émission. Eh bien, moi, je suis parfaitement disposée à recevoir des feuilles et des strass sur mon visage. Ça serait avec plaisir. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le compte d'Instagram d'Alizée, Artisette, ARTIZE2TE. Et il y a également régulièrement des drag shows sur Nantes. N'hésitez pas à vous renseigner si ça vous intéresse. Faisons maintenant une petite pause dans cette émission magazine spéciale maquillage en écoutant PCH de Taiko. Le son des sciences,
au Labo des Savoirs. Et c'était PCH de Taiko. Nous sommes de retour à l'écoute du Labo des Savoirs pour cette émission magazine avec les bénévoles sur le maquillage. On parlait au début de l'émission du maquillage pendant l'Égypte antique et de la composition avec du sulfure de plomb. Et finalement, tout au long de l'histoire, les pratiques de maquillage ont eu des rôles et des significations différentes. Elles ont aussi parfois été réservées à certaines personnes, certaines personnes plus riches, on va dire, que d'autres. Notamment, je pensais à la courtisane de la cour de Louis XIV versus les paysannes qui ne se maquillaient pas, pardon. Et donc, on a pas mal parlé de composition, en tout cas en Égypte antique. Et finalement, ces dernières années, il y a beaucoup de mouvements finalement qui se sont développés et démocratisés pour trouver des recettes peut-être plus éco-responsables et puis moins nocives aussi pour notre peau. Et c'est justement, je pense, ce que tu allais chercher, Jérémy, pour ta chronique. Donc, entre les tendances zéro déchet et les maquillages sans additifs, on trouve aujourd'hui une quantité extraordinaire de recettes pour produire soi-même ses cosmétiques. Et apparemment, cette mode n'est pas nouvelle. Tout à fait, Julie. Alors, je propose de remonter le temps. Allons au début du XXe siècle et on va aussi changer de fuseau horaire. Filons pour la Chine. Alors, l'Empire est tombé suite au mouvement révolutionnaire de 1911. Une fragile république y fait suite. La spécialiste de la Chine, Eugenia Lin, historienne à l'Université de Columbia aux États-Unis, explore ce moment d'incertitude dans un article intitulé Recipes for Men, Manufacturing Makeup and the Politics of Production in the 10th China. Alors, la fin de l'ère impériale bouscule les parcours de réussite. Les hommes étaient appelés à suivre de longues carrières dans la bureaucratie au service de l'empereur. Leur formation semblait plutôt tournée vers l'abstraction, les savoirs techniques étant plutôt associés au métier de l'artisanat. Une expression revient souvent, je cite, « Les hommes labourent la terre, les femmes tissent ». Alors, cette projection dans le travail manuel, le xiao en chinois, concerne plus les hommes de classe moyenne ou basse. Par contre, quelle que soit la classe d'une femme, l'ouvrage est vu comme un chemin vers la vertu, notamment le travail textile. Cette période est aussi un moment où la Chine est isolée sur la scène diplomatique. De nombreuses nations coloniales cherchent à avoir une certaine emprise, notamment l'empire japonais voisin. Ce contexte de tension nationaliste est propice aux restrictions d'importation et au boycott. Mais les alternatives chinoises aux produits du quotidien ne sont pas toujours au rendez-vous. Du coup, si je résume, là, la Chine, elle est repliée sur elle-même, avec des hommes éduqués assez éloignés des connaissances techniques, et les femmes confinées au travail du textile. C'est ça. Et en réaction, plusieurs scientifiques et ingénieurs plus ou moins amateurs cherchent alors à diffuser une certaine culture scientifique, technique et industrielle pour 1. Pousser le développement d'une industrie permettant de faire concurrence aux exportations des pays voisins, notamment pour le marché intérieur, et 2. Rendre ces métiers et parcours attirants dans une société où les personnes les plus éduquées se détournent des tâches manuelles et commerciales. Eugenia Lin indique, dans les années 1910, que plusieurs journaux féminins diffusés dans les aires urbaines du sud de la Chine se lancent dans la publication de nombreuses recettes qui ressemblent à des véritables TP de chimie. Elle cite 2 magazines, Funuzazi, le journal des dames, et Nuzishijie, le monde des femmes. Alors, à quoi cela ressemblait-il ? Voici un extrait rapporté par Eugenia Lin concernant une recette de rouge à lèvres. Alors, attention, c'est traduit de l'anglais, lui-même traduit du chinois, mais l'essentiel est là. Je cite. Le rouge à lèvres est obtenu à partir de pétales de la fleur rouge. Il s'agit d'un élément très important en cosmétique. La fleur rouge fait partie de la famille des chrysanthemums. Le pigment rouge se nomme cartamine, de formule C14H16O7. Il s'agit du principal constituant du rouge à lèvres. Lorsque le pigment rentre en contact avec un acide, il précipite. L'utilisation de ce précipité permet des procédés de haute qualité. Donc l'idée est claire, transformer les chambres de ces dames en laboratoire de chimie pour faire des produits de maquillage ou de cosmétiques, puis les pousser à se faire ambassadrices des techniques industrielles. Cet extrait des recettes de savon est tout aussi étonnant, je vous le cite. Pour en faire, vous avez besoin de 1000 onces de graisse de bœuf de haute qualité. L'utilisation d'huile d'olive est aussi possible. Une fois dans un chaudron, laissez fondre jusqu'à complète dissolution. Ensuite, prendre 150 onces de soude de haute qualité, la dissoudre dans l'eau jusqu'à obtenir un liquide. Après avoir fait bouillir ce mélange pendant approximativement 4 heures, la soude et la graisse sont soigneusement combinées. Ce qui flotte à la surface constitue purement de la pâte à savon pure, fine et délicate. Choisissez la meilleure fragrance, ajoutez-la, mélangez-la soigneusement et versez dans un moule. Alors si je vous traduis tout ça dans notre système métrique actuel,
Cette recette nous invite à mélanger près de 38 kg de graisse de bœuf avec 5,7 kg de soude en solution et de la touiller dans un gros chaudron pendant 4 heures. J'ai rarement vu un tuto aussi exigeant. Donc là, on voit bien que ça dépasse le loisir du dimanche et de plus en plus, on va vers la production quasi artisanale. Une fois cette recette terminée, il y avait là de quoi offrir des cadeaux à tous ses proches. Et pourquoi les recettes étaient si exigeantes? Les magazines féminins essayaient-ils de susciter des vocations? Alors tout à fait, mais à première vue, pas forcément pour les femmes. Shen Dietian, qui est l'un des auteurs de ces articles de chimie pour faire du maquillage chez soi, et l'éditeur de la revue tutoriel de Nuzi Shijie, a ensuite monté sa propre entreprise de produits pharmaceutiques et cosmétiques avec 10 000 euros, 10 000 euros, non, 10 000 dollars de capital, notamment grâce aux revenus tirés de ses articles. Son intérêt pour les technologies était vivace. Et avant de se lancer dans l'écriture, il a aussi tenu une boutique avec des livres et des instruments scientifiques. Son produit phare, une poudre à dents enrichie en magnésium, provenait d'ailleurs de ses expérimentations dans son labo amateur. D'autres industriels chinois ont aussi dans leur CV des expositions plus ou moins précoces à des expérimentations de chimie ou d'ingénierie. L'histoire n'a pas retenu beaucoup de femmes, mais Eugénia Lin en est persuadée. Ses chroniques à destination du public féminin ont contribué à donner du crédit au destin technique et scientifique. Les femmes ne semblaient pas être les principales destinataires de ces contenus, mais leur engouement a forcément joué sur la vague d'entreprises naissantes dans l'industrie chimique. Merci Jérémy pour cette chronique. Je pense en effet que les industries, dans un contexte en plus de patriarcat et de capitalisme, y ont sûrement vu de bonnes opportunités pour développer leurs affaires et sûrement à nos dépens. Dans ta chronique, on parlait de recettes de produits de maquillage. Du coup, je voulais vous poser la question de manière plus large, autour de la table. Quel est votre rapport au maquillage? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous maquiller? Sachant qu'en plus, il y a pas mal de garçons autour de la table. C'est intéressant. Moi, pour le coup, ça m'est déjà arrivé en soirée pour rigoler ou alors aux anniversaires quand t'es petit, tu dois te déguiser en Dark Maul ou des personnages comme ça avec des faciès très colorés. En revanche, s'il y a bien eu une idole masculine du maquillage quand j'étais petit, c'était bien Johnny Depp dans ses différents rôles au cinéma, Jack Sparrow, Le Chapelier Fou, ou cet Indien dans un film de cowboy, dont je me rappelle plus le nom, où en fait il rendait ça vachement cool de se maquiller et ça faisait partie intégrante de ses personnages et ça les rendait vraiment haut en couleur et ça accompagnait son jeu d'acteur jusqu'au bout. Ouais, je pense que c'est une des premières figures masculines que j'ai vues au cinéma avec du maquillage. Ouais, autant maquillé, Ouais. et où c'était cool. Bah moi, je commence tout juste à regarder la première saison de Drag Race. Alors comme toi, hein, je me suis jamais vraiment maquillé sérieusement, juste pour des déguisements, des choses comme ça. Et je trouve que c'est impressionnant ce que les drags arrivent à faire avec le maquillage. Et ça me rend un peu curieux. Je me demande est-ce que ça pourrait bien m'aller d'avoir des choses peut-être plus subtiles, moins exubérantes. Mais je suis curieux. Jérémy, j'ai tellement envie de te voir avec un maquillage drague pour la prochaine émission en studio. Et ce que je trouvais intéressant, c'est dans la saison 2, donc bientôt tu verras ça, il y a un épisode avec des rugbymen qui justement se prêtent au jeu pour être maquillés. Et je trouve ça assez intéressant, en fait, la réaction qu'ils peuvent avoir sur la manière dont ça peut impacter leur identité ou leur manière d'être perçue par les autres. Alors moi, je viens de me rappeler d'un truc, c'est que je crois que quand j'avais 6 ans, on a essayé de me maquiller en clown et j'ai pleuré. Voilà, et j'ai pas voulu sortir de la salle de bain, je suis enfermé parce que j'avais trop honte. Voilà, très peu de rapport au maquillage. Voilà, c'est un monde que je connais pas du tout. J'ai peu de connaissances. Oui, peut-être que ça te touche pas, hein, finalement. Ce qui serait assez peu surprenant dans le sens où on est quand même dans une société où le maquillage et Oui. les produits cosmétiques sont vraiment à destination des femmes. Moi, j'ai une longue histoire avec le maquillage. J'ai commencé par mimétisme avec ma mère qui se maquille quand même pas mal. Donc, j'ai commencé à me maquiller assez jeune pour au final attendre peut-être 15 ans. Enfin, entre la première fois où je me suis maquillée et quand j'ai arrêté de me maquiller, il y a bien une quinzaine d'années qui s'est passé. Et j'ai dû attendre le premier confinement. Donc, il n'y a pas que des choses négatives associées au confinement. J'ai dû attendre le premier confinement pour finalement passer ces quelques mois sans me maquiller et en fait me redécouvrir, dirait-on, et maintenant m'apprécier sans maquillage. Donc, une longue histoire. Et toi, Sophie? Moi, j'ai au contraire une maman qui se maquille très peu. Donc, j'ai découvert le maquillage un peu tardivement au collège parce que mes amis commençaient à se maquiller. Donc, j'ai commencé aussi et c'était catastrophique à tel point que quand j'essayais de mettre du fard à paupières, on me demandait si je m'étais blessée. C'est une vraie histoire, hein, ça m'est arrivé. Donc j'ai très vite arrêté de me maquiller et maintenant je ne le fais plus. Mais ça m'intéresse parce que de temps en temps, je sors, je dois avoir un mascara et un crayon et je fais des tests et ça change beaucoup mon visage. Je suis quelqu'un de très pâle, donc un poil de maquillage, ça change beaucoup de choses.
Et c'est toujours assez amusant, mais c'est toujours comme un jeu. C'est jamais comme quelque chose que je mets au quotidien, en tout cas. Merci pour vos partages d'expériences. Je vous propose de poursuivre notre tour de table et de reprendre notre émission avec Yeltaz. Donc, on parlait de maquillage, on parle de maquillage depuis le début de l'émission. En fait, je me suis demandé, est-ce qu'on sait, est-ce que je sais en fait ce que contiennent les produits de maquillage, mais plus modernes, donc pas ceux de la Chine républicaine ni d'Égypte antique, parce que j'imagine qu'il n'y a plus maintenant de chrysanthemum dans les rouges à lèvres de nos jours, enfin peut-être, je sais pas. Mais Yelta, justement, tu t'es penché pour nous sur le décryptage des étiquettes de produits de maquillage. Alors déjà, dans le rouge à lèvres, il y a un peu de plomb aussi. Alors je ne sais pas, il y a peut-être plus de chrysanthemum, mais voilà, il y a un peu de plomb. Bref, comme on a pu le voir, le maquillage ne date pas d'hier, et d'ailleurs les produits ont composition scandaleuse non plus. Pour ne citer que des exemples relativement récents, donc au XXe siècle, on a pu retrouver des produits cosmétiques plutôt populaires, contenant parfois dans des proportions remarquables, du mercure, du plomb, ou bien du poison pour rats. Super. Genre de trucs qui rendaient aveugle. Bon, et maintenant, avec tous les progrès de la chimie, le monde du cosmétique est devenu une forme de cuisine où les recettes sont parfois calculées au nanogramme près. Ainsi, on est tenté de se dire que les produits douteux sont loin derrière nous. Détrompons-nous. Encore aujourd'hui, le maquillage n'est pas toujours pour notre peau une épreuve de tout repos. Et donc là, quels sont les risques auxquels nos organismes peuvent faire face avec le maquillage ? Sans être exhaustif, le maquillage peut porter préjudice à notre peau en l'irritant et ou à travers des réactions allergiques. Mais les risques concernent bien l'ensemble de l'organisme puisque, en plus de pouvoir être ingérés, donc là on pense au rouge à lèvres et au gloss, les produits cosmétiques peuvent pénétrer dans notre corps en s'immisçant entre les pores de notre peau, par voie donc dite cutanée. C'est là que ça se gâte, car c'est là qu'entre en jeu la notion de perturbateur endocrinien. Alors pour faire simple, le système endocrinien désigne l'ensemble des cycles internes à notre corps liés au transport des hormones qui sont indispensables au bon fonctionnement de notre corps. Un perturbateur endocrinien, c'est donc une substance qui dérègle ce système, que ce soit en bloquant le transport des hormones ou en mimant les molécules hormonales. Ces perturbateurs endocriniens, on en soupçonne beaucoup parmi les compositions actuelles maquillage, tout comme on soupçonne de nombreuses substances d'être cancérigènes. Mais alors, à quoi elles servent ces substances ? Un produit cosmétique, c'est un cocktail pouvant contenir plusieurs types d'ingrédients. On retrouve des composés plutôt esthétiques, ayant pour but de donner une certaine texture, couleur ou une certaine brillance au produit. On peut aussi retrouver des composés conservateurs pour éviter la péremption du produit, ou bien encore des composés servant à lier tous les autres ingrédients entre eux. Et généralement, ce sont surtout ces deux dernières catégories qui posent problème. Dans la catégorie des conservateurs, on retrouve par exemple le triclosane. Ce biocide est apprécié pour ses propriétés antibactériennes et antifongiques. Donc, biocide, cela signifie qu'il est destiné à lutter contre le développement des micro-organismes indésirables, et donc ici en l'occurrence des bactéries ou des champignons antifongiques. Or, il est largement utilisé depuis les années 90 dans tout type de produits, et notamment les poudres cosmétiques, bien qu'il soit connu pour sa toxicité et qu'il est fortement soupçonné d'être un perturbateur endocrinien et d'être cancérigène. Donc, d'autres conservateurs sont également à signaler, comme par exemple le phénoxyéthanol. Bien que les données sur ce second biocide soient peu nombreuses, il nous faut l'utiliser avec précaution puisqu'il peut présenter des effets toxiques selon certaines études. Tout comme il nous faut éviter le méthylisothiazolinone, autre biocide peu fiable, car étant un fort allergène aux propriétés neurotoxiques reconnues. Enfin, on peut se méfier du polyéthylène glycol, utilisé comme diluant, donc le plus un liant. Lorsqu'il n'est pas purifié, ce polymère synthétique peut contenir toutes sortes d'impuretés plus ou moins toxiques. Alors, merci Yeltes pour la petite liste de produits et de biocides, donc ces composantes toxiques, mais je ne vais pas les retenir là. Donc, est-ce que l'industrie communique bien sur la potentielle toxicité de ces ingrédients sur les produits de maquillage ? Alors tout simplement non. Et pour illustrer cette réponse, laissez-moi vous conter l'histoire des parabènes. Les parabènes sont une famille de molécules pouvant être utilisées en tant que conservateurs dans l'industrie cosmétique. Ils sont souvent vus comme nocifs, ce qui a pu donner lieu à une large gamme de produits dits sans parabènes. Néanmoins, aucune étude n'a pu réellement prouver la forte toxicité qu'on lui associe.
Tout commence en 2004 quand une étude de Philippa Darbre confirme la présence de parabènes dans les tissus mammaires de 19 patientes atteintes du cancer du sein sur les 20 étudiées. Sauf que l'étude en question ne détaille aucun groupe de contrôle. Elle ne vérifie pas la présence de parabènes dans les tissus mammaires de patientes sans cancer du sein. Ainsi, aucun lien de causalité ne peut être démontré entre ces deux paramètres. Aujourd'hui, il n'a toujours pas pu être prouvé in vivo que les parabènes seraient cancérigènes ou bien seraient des perturbateurs endocriniens. On leur reconnaît seulement des propriétés allergisantes. Mais dans la tête des consommateurs, trop tard. Les parabènes sont devenus les composés toxiques par excellence à éviter à tout prix. Cela amène l'industrie à le transformer en argument commercial à travers ses gammes sans parabènes et à pousser le cynisme jusqu'à remplacer les parabènes par des produits plus toxiques, comme les phénoxyéthanols et méthylisothiazolinone vus précédemment. Et à part ça, est-ce que tu as encore quelques substances contre lesquelles nous mettre en garde? Alors je pourrais vous déconseiller les produits contenant du silicone, parfois présentés dans la liste des ingrédients sous le nom de cyclohexasiloxane, cyclopentasiloxane ou encore cyclométhicone. Il serait également préférable d'éviter les ingrédients appelés EDTA ou les inscriptions nano, indiquant la présence de nanoparticules. Encore une fois, on parle ici de produits soupçonnés d'être des perturbateurs endocriniens, mais aussi d'être dangereux lorsqu'ils sont relâchés dans l'environnement. Cela dit, il me faut évoquer la difficulté de suivre l'ensemble de ces conseils scrupuleusement. En effet, on cite depuis quelques minutes de nombreuses molécules au nom imprononçable, dignes d'une épique partie de Scrabble. J'ai d'ailleurs découvert que le méthylisothiazolinone, qui est déjà imbuvable, peut également être connu sous la forme méthylchloroisothiazolinone, un mot de 27 lettres. Voilà. C'est d'ailleurs cette nomenclature imbuvable que l'on retrouve sur toutes les listes d'ingrédients de nos cosmétiques du quotidien. Or, comment réellement s'y retrouver lorsqu'on n'est pas titulaire d'une licence de chimie? L'industrie du maquillage joue fortement sur cette inaccessibilité face au grand public. Dans ce cas-là, l'alternative pourrait être d'utiliser les produits proposant la liste d'ingrédients la plus courte. Encore mieux, pourquoi ne pas fabriquer ou cuisiner votre maquillage vous-même? Merci Yeltes pour ces éclairages. Je sais qu'il existe aussi des applications, si jamais vous disposez d'un téléphone intelligent, qui permettent de scanner les codes barres pour un peu décrypter les composants toxiques qu'il y a dedans. Et sinon, il y a aussi quelques marques, je crois, de maquillage qui commencent à traduire leur liste de composés en français et plus dans des noms à rallonge de 27 lettres que vous pouvez utiliser pour le Scrabble. Avant de passer à la suite de l'émission, nous allons faire une courte pause musicale en écoutant Red Mirror de Mechanimol. La science, toutes les sciences, au Labo des Savoirs. C'était Red Mirror de Mechanimol. Nous sommes de retour à l'écoute du Labo des Savoirs pour cette émission magazine avec les bénévoles sur le maquillage. Alors, évidemment, tout à l'heure, j'ai dit que les molécules chimiques n'étaient pas en français. Elles sont en français, évidemment, mais elles sont traduites parfois dans des langages compréhensibles. Donc, par exemple, aqua en eau, pour les personnes qui ne savent pas qu'aqua veut dire eau, sur les composés des produits de maquillage, Et donc, le maquillage, comme tous les produits cosmétiques, sont en vente libre dans les magasins. Contrairement aux médicaments, pas besoin d'ordonnance ou de conseils de pharmacien pour les obtenir. Mais quelles sont les obligations légales avant de mettre du rouge à lèvres ou du mascara dans les rayons? Aurore, tu as épluché pour nous les textes juridiques pour nous éclairer. Alors, est-ce que n'importe qui peut vendre du maquillage? La réglementation du maquillage dépend plus largement de celle des cosmétiques. Elle est encadrée au niveau européen par le règlement du Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne, et également au niveau français via le Code de la santé publique. Heureusement pour vous, chers auditeurs et auditrices, j'avais 7 heures de train l'autre jour pour lire le journal officiel de l'Union européenne et une partie du Code de la santé publique, et donc je vais vous résumer tout ça parce que c'était très très long. Super, Aurore. J'imagine que ça n'a pas été une lecture facile. Déjà, c'est quoi un produit cosmétique? Alors voilà la définition telle qu'elle est écrite dans la loi. Il s'agit de toute substance ou tout mélange destiné à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain. Épiderme, donc la peau,
système pileux et capillaire, les cheveux et les poils, les ongles, les lèvres et les organes génitaux externes, ou encore avec les dents et les muqueuses buccales. Et ce, pour les nettoyer, les parfumer, en modifier l'aspect, les protéger, les maintenir en bon état ou encore corriger les odeurs corporelles. Et donc un produit cosmétique ne peut pas être présenté comme ayant des propriétés curatives ou préventives de maladies, parce que du coup, il répondrait à la définition de médicament. Maintenant que l'on sait ce que c'est, comment fait-on pour mettre en vente un produit cosmétique ? Alors en France, il faut tout d'abord déclarer l'établissement de fabrication auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ANSM. Donc vous voyez, c'est un peu du sérieux quand même. Chaque produit cosmétique dépend d'une personne responsable. Souvent, ça va être l'entreprise qui fabrique le produit ou l'importateur. C'est très important parce que c'est elle qui va garantir la conformité aux obligations légales. Et si le produit est non conforme, c'est cette personne responsable qui devra prendre des mesures nécessaires. La mise en conformité, le retrait du marché ou encore le rappel en fonction des risques pour la santé. Les différents contrôles sont effectués par les États européens. Ensuite, chaque produit cosmétique est décrit dans un dossier d'information sur le produit. Ce dossier est transmis aux autorités et il doit être conservé par la personne responsable pendant une période de 10 ans à partir de la date à laquelle le dernier lot du produit cosmétique a été mis sur le marché. Et du coup, que contient ce gros dossier d'information sur le produit ? Alors, tout d'abord, il doit certifier que le produit est conforme aux bonnes pratiques de fabrication. Il s'agit d'un ensemble de règles et de méthodologies qui s'appliquent aux locaux, à la fabrication, aux moyens humains et matériels, et également au contrôle qualité et à la traçabilité. L'objectif de ces règles, c'est de garantir la qualité et la sécurité du produit, histoire de ne pas faire n'importe quoi. Le dossier contient aussi l'évaluation de la sécurité du produit, qui doit être effectuée par une personne qui a un diplôme en pharmacie, toxicologie ou médecine, même si, je le rappelle, les produits cosmétiques ne sont pas des médicaments. Le dossier contient également la description du produit, de sa méthode de fabrication, les données relatives aux expérimentations animales et, si besoin, les preuves de l'effet revendiqué par le produit cosmétique. Et qu'est-ce qu'on ne peut pas mettre dans des cosmétiques ? Un grand nombre de substances sont soit interdites, soit restreintes. En particulier, les colorants, les conservateurs et les filtres ultraviolets. Sont interdits également l'utilisation de produits classés CMR, c'est-à-dire cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. Reprotoxique, ça veut dire que c'est un produit qui altère la fonction sexuelle et la fertilité ou qui provoque des effets indésirables sur la descendance. Et enfin, la mise sur le marché de produits ou d'ingrédients testés sur les animaux est interdite s'il existe une alternative correcte. Donc tout ce que tu nous racontes, Aurore, est très précis et rassurant. Mais comment le consommateur ou la consommatrice peut-il être informé de tout ça ? Eh bien, un grand nombre de ces informations doivent être affichées clairement sur le produit cosmétique ou sur son emballage. Le nom de la personne responsable, le pays d'origine pour les produits importés, la date d'utilisation, les précautions d'emploi, le numéro de fabrication et enfin la liste des ingrédients dans l'ordre décroissant de leur importance. Il est également interdit de mettre du texte, des images ou d'autres signes qui attribuent des caractéristiques ou des fonctions mensongères aux produits cosmétiques. Et enfin, le public doit avoir connaissance des effets indésirables s'il y en a. Merci Aurore pour ce petit point légalité. On a vu grâce à toi le parcours des cosmétiques et du maquillage avant d'arriver dans nos rayons français. Mais parfois, tout ne se passe pas aussi bien, notamment au-delà de nos frontières. Et c'est justement ce que tu vas nous raconter, Lila. Et oui, on le sait, vous le savez, le maquillage c'est cool, mais quand le capitalisme et le non-respect des normes d'hygiène entrent en compte, tout de suite on se marre moins. Enfin, moi je me marre parce que j'adore les dramas. Et c'est pour ça que je vous propose 2 anecdotes dramatiques et scientifiques à raconter sur le maquillage. Alors on commence par ma préférée, Kylie Jenner, membre estimé du clan Kardashian, devenue millionnaire grâce à sa marque de cosmétiques Kylie Cosmetics. En 2019, cette dernière sort son tout premier produit de soins cutanés, Kylie Skin, un kit de skincare comprenant une crème exfoliante pour le visage, une mousse hydratante et un démaquillant. Jusque-là, rien de bien fou. Mais petit problème, la crème exfoliante pour le visage, aussi appelée Walnut Face Scrub, comprenait une petite surprise, à savoir des centaines de petits morceaux de noisettes qui viennent joyeusement vous couper la peau du visage quand vous l'appliquez le matin. Si la plupart des crèmes exfoliantes contiennent des petits morceaux solides pour enlever les peaux mortes, les morceaux de noisettes sont beaucoup trop coupants et agressifs pour la peau. Des tas de gens ont acheté ce produit en pensant pouvoir purger leur peau morte sans savoir qu'ils purgeaient également leur peau vivante. Le reste des produits n'était d'ailleurs pas mieux, la crème démaquillante ne démaquille pas, la mousse hydratante brûle la peau et l'opération entière est un fiasco. Mais la famille Kardashian étant ce qu'elle est, les produits n'ont même pas été retirés du commerce. Et si un jour vous avez envie de vous massacrer la peau, n'hésitez pas.
Autre truc marrant et récent en plus, Guerlain a commencé l'année avec une crème qui fait polémique, la crème Quantique. Oui, vous avez bien entendu, Guerlain aurait mis en point une crème de beauté anti-âge basée sur des technologies dites quantiques. Étant hyper fan de physique quantique, je me suis tout de suite intéressée à cette crème qui se présente comme une révolution dans le monde des cosmétiques. Pour 650 € le pot, l'élixir promet de rajeunir la peau grâce à la physique quantique. Tout cela grâce aux propriétés d'une orchidée mystérieuse. La marque serait capable de cibler, je cite, l'émission de lumière quantique d'une cellule. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, rien. Ce qui est quantique traite des plus petits éléments de la matière comme les atomes et les particules. Guerlain parle de capturer la lumière quantique d'une cellule, alors que la lumière n'est composée que de photons, qui sont des particules. Mais employer le mot quantique, c'est avant tout un truc marketing. La lumière quantique, c'est juste de la lumière. Quant aux cellules et au changement d'émission de lumière entre une peau jeune et une peau vieille, c'est complètement faux. Ce qui pourrait à la limite modifier l'émission de lumière d'une cellule humaine, c'est sa température. Car oui, les cellules humaines et tous nos processus vitaux émettent de la lumière. Ça par contre, c'est vrai. Face à la polémique, la multinationale s'est dans un premier temps justifiée dans un message posté sur Twitter. Elle met également en avant des résultats démontrés et dit être en partenariat avec des scientifiques de l'université Palacký en République tchèque. Cependant, contacté par France Info, le doyen de la faculté des sciences de l'université, Martin Kabala, affirme n'avoir eu aucune influence sur le fait que le nom commercial du produit est totalement dénué de sens d'un point de vue scientifique et refuse en tant qu'institution de recherche sérieuse ce genre de publicité. Quant à la composition du soin, Laurence Soifard, docteur en pharmacie et professeur en cosmétologie à l'université de Nantes, y voit une formule qui ressemble, hormis son prix, à de multiples formules du marché. Guerlain a finalement rétropédalé et supprimé le mot quantique de sa page. La morale de cette chronique, chers auditoristes, c'est que peu importe à quel point les riches restent riches, ils essaieront toujours de vous entuber. Restez vigilants et par pitié ne mettez pas de noisettes sur votre visage. Et merci Lila pour cette chronique. Ça permet de rappeler à nos auditoristes que les produits de maquillage se périment. C'est comme pour les médicaments, donc faites attention à leur date de péremption pour éviter les mauvaises surprises. Une bonne astuce est de noter la date à laquelle vous les ouvrez, par exemple. Et si jamais vous doutez en les mettant, si ça vous irrite ou ça vous brûle, jetez-les immédiatement. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à Lila, Aurore, Sacha, Baptiste, Jérémy et Yeltaz pour leur chronique. Merci aussi à Sophie pour son reportage et à Alizé d'avoir répondu à nos questions. Vous pouvez retrouver les sources sur le site du Labo des Savoirs. Cette émission a été préparée par Julie Emerlin et Célie Dubost, réalisée par Sophie Potvin, que vous pouvez écouter sur vos applications de podcast. Retrouvez-nous sur labodessavoirs.fr ou nos réseaux sociaux et on vous dit à la semaine prochaine.